Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Lamp-Fall TV. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve encore dans votre émission panafricaine Pourquoi pas l'Afrique. Notre invité du jour, Maître Cheikh Tidiane Tambédou, il est huissier de justice. Alors Maître, merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes très heureux de vous recevoir aussi chez nous, avec l'effort que vous avez fait de venir jusqu'à Hambourg pour réaliser cette interview. Ça nous va droit au cœur. Alors Maître, je sais qu'il est souvent difficile de parler de soi-même, mais je vais vous demander un peu de nous retracer un peu, de manière brève, votre parcours. Merci beaucoup, M. Kandé Sagna. Vraiment, je suis très content quand même de votre venue ici. Concernant mon parcours, bon, je crois que je ne vais pas me présenter comme on le dit, un CV. Mais peut-être essentiellement pour faciliter la compréhension de vos éditeurs et de vos téléspectateurs, que je salue au passage d'ailleurs, de Lamp-Fall TV. C'est pour vous dire que c'est né à Ziguinchor, étudié à Dakar, installé à Hambourg. Né à Ziguinchor, étudié à Dakar et installé à Hambourg depuis 31 ans. Donc notre parcours, c'est deux voies. Il y a la voie scolaire, universitaire et professionnelle qui a fait de nous un huissier de justice. On a une maîtrise en droit, on a été à l'école comme tout le monde. Mais il y a un autre parcours qui est un parcours beaucoup plus passionnel, qui est ma passion, c'est la vie associative. Donc de footballeur à entraîneur local, d'ASC Nawetan, d'équipe de première division quand je suis arrivé à Hambourg ici, des associations de jeunesse. Et finalement, ça c'est la passion, ouais, donc pas de ma passion, qui m'a mené aussi dans le développement personnel, dans beaucoup d'associations de jeunes et beaucoup de structures quand je suis devenu adulte aujourd'hui, dans les daïras, de Nawetan au daïra, vous voyez un peu, c'est toujours la passion. Et tout cela m'a permis quand même de devenir un coach, de faire le coaching. Donc aujourd'hui, on peut dire la voie scolaire, universitaire et professionnelle a fait de moi un huissier de justice titulaire. Mais la voie de la passion, de ce que j'aime dans la vie, cette vie associative m'a amené à être aujourd'hui un coach de développement personnel, un coach de croissance financière, un coach de beaucoup de choses. Voilà un peu mon parcours de façon générale. C'est vrai que parfois ces deux voies se sont cognées et il y a eu des conflits de ces deux personnalités. Parfois ma passion a eu à influencer négativement ma vie scolaire et professionnelle. Et parfois la vie scolaire et professionnelle a eu à bloquer un peu ma passion. Mais aujourd'hui, en tant que coach, c'est là où je me retrouve bien. Je coach mes collaborateurs en tant qu'huissier et c'est la même attitude que j'utilise pour les associations, les daïras et beaucoup de personnalités, dans beaucoup de choses dans lesquelles je suis impliqué. Ce truc de coaching et toute cette expérience acquise à partir de ma passion m'a permis aujourd'hui de l'utiliser même sur le plan professionnel et même sur le plan social et autres. Voilà un peu globalement ma personnalité. Mais j'avoue que j'ai beaucoup souffert des conflits qu'il y a eu entre ces deux voies qui sont en moi. Et je ne peux pas partir sans laisser l'autre. Alors, Maître, nous allons entrer un peu dans le vif du sujet avec récemment le sommet Afrique-France initié par le président français Emmanuel Macron. Cette fois-ci, au lieu de convoquer les chefs d'État, c'est la jeunesse africaine et sa société civile justement qui ont été présentes en France, à Montpellier. Alors, Maître, une appréciation sur cette forme, n'est-ce pas, de collaboration avec la France? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce sommet Afrique-France, nous l'avons suivi. Comme ça, je n'ai pas senti la préparation, mais d'un seul coup, j'ai suivi comme tout le monde. Alors, ce que ça m'a inspiré, c'est que je pense que c'est le réalisme. Si on suit l'histoire, peut-être avant, c'est les gouvernants qui disaient on voulait ça, on voulait ça. Mais quelqu'un l'a dit quelque part. Aujourd'hui, c'est le vent qui a tourné. Ce n'est pas Macron qui a tourné. Mais c'est le vent qui a tourné et Macron suit le courant du vent. En fait, si je peux résumer en ces quelques termes. C'est le vent qui a tourné et Macron s'est dit, comme le vent a tourné, moi aussi, je vais suivre le courant du vent.
Et que donc le courant du vent, c'est quoi? L'Afrique aujourd'hui, c'est presque 70% de jeunes. C'est la jeunesse. Et on sent l'écart qu'il y a entre les jeunes et les dirigeants. Vous voyez? Et que donc il était nécessaire de s'adapter à ça. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle il a eu à prendre une initiative aussi grande, qui a fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Mais je crois qu'ils n'ont pas le choix, ils étaient obligés maintenant de faire ça. Peut-être que maintenant, dans les formes et dans le fond, peut-être il y a des choses à revoir. Mais à mon avis, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, avant, peut-être, c'est eux qui disaient, voilà, nous voulons ceci. Nous voulons ceci, ça doit se faire comme ça. Dans tel pays, les choses, voilà comment les choses doivent se passer. Donc, c'est des experts qui sont là, qui réfléchissent à notre place. Mais sur le terrain, on s'est rendu compte que la vérité est qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a d'autres ambitions. Donc, maintenant, je pense que c'est une réadaptation de la façon de faire pour maintenant aller à la conquête de cette jeunesse africaine qui est peut-être vraiment aujourd'hui l'avenir même du monde, quoi. Alors, à côté aussi, nous avons vu ce sentiment un peu anti-français. Et il y a une révolte, et surtout de la part de la jeunesse, en tout cas certaines jeunesses africaines, n'est-ce pas, qui disent non, n'est-ce pas, à la France, surtout à cette forme de partenariat et de coopération avec l'Afrique. C'est ça, c'est le résultat de l'ancienne façon de faire. Ça, c'est un résultat de l'ancienne façon de faire. C'est devenu, si on est là, on dicte des lois, on dicte des façons de faire, on dicte des voies à nos dirigeants, alors que sur le terrain, ça ne correspond pas à la réalité. Évidemment, comme je l'ai dit, cela va réveiller un sentiment, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le monde est global. Nous voyons comment parfois les gens sont traités en Europe. Et parfois, aujourd'hui, les gens sont conscients que de l'exploitation qui se fait. Aujourd'hui aussi, nous avons des élites. La jeunesse africaine a été à l'école. Les gens ont compris les enjeux géopolitiques et géostratégiques du monde. Et par rapport à ça, on sent que l'ancienne façon de faire ne correspond plus maintenant à la réalité, et que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, le sentiment anti-français est en train de grandir en Afrique, surtout dans nos zones ici, et en conséquence de quoi, maintenant, il va falloir aller faire la cour à la jeunesse africaine. Avant, on faisait la cour, c'est nos dirigeants qui font la cour aux dirigeants européens. Mais aujourd'hui, les dirigeants européens font la cour à la jeunesse africaine. Maintenant, c'est un commencement. Bon, mais je crois que ça va s'amplifier dans le temps. Chacun viendra montrer que, oui, je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Et peut-être ce que ça va donner, on ne sait pas. Mais au moins, aujourd'hui, faire la cour à la jeunesse africaine, c'est devenu une nécessité pour ne serait-ce que, disons, ce sentiment anti-français, comme on dit, peut-être renverser la tendance si cela est possible. Sinon, on est devant une réalité qui est que les gens sont le sentiment anti-français antérieur. Donc, les Européens sont obligés de faire aujourd'hui la cour à la jeunesse africaine. Et c'est ce que le président Macron a commencé à faire. Et je crois que les autres dirigeants vont suivre. Alors, maître, est-ce que réellement, donc, l'Afrique est-elle indépendante, puisque il y a une certaine ingérence, en tout cas, on a l'impression de la part de la France et de ces grandes puissances en Afrique. Ils sont présents un peu partout, et bien même dans les élections aujourd'hui. Est-ce que on peut parler réellement, n'est-ce pas, d'indépendance de nos États africains? Oui, je pense que dans ce domaine, c'est toujours la loi du plus fort, disons. Parce qu'en fait, les puissances ont des intérêts en Afrique. Et les intérêts, c'est l'exploitation essentiellement de nos ressources. Les intérêts aussi, c'est de rapatrier tous les capitaux, tous les investissements qu'ils font ici. Ils les sécurisent pour que l'argent puisse continuer à produire et peut-être de les rapatrier là-bas. Mais de toute façon, tout cela, il y a des lois. Dans leur tête, il faut nécessairement qu'on mette des dirigeants favorables à ça. Il faut des dirigeants africains qui jouent dans ça. Si des dirigeants, donc personne, donc tu as trouvé de gros investissements, donc te soucies de qui va être le prochain président. C'est ça, à mon avis, c'est ça qui explique la façon, leur implication dans nos élections, leur implication dans nos trucs.
Et même à la limite, il y a des candidats qui sont même parrainés par eux. Il y a des candidats qui sont validés dès le départ. Si on sent même que ça c'était arrivé à un moment, je crois que c'était en Tunisie, quand les islamistes ont gagné, on les a mis en prison. Donc immédiatement, on sait que ces gens-là, dès qu'ils vont arriver au pouvoir, voilà ce qui va nous arriver. Je pense que de ce point de vue, on les comprend. Comprendre une chose ne peut pas dire que c'est une chose juste. Mais moi, personnellement, je comprends dans leur façon de faire. Alors aujourd'hui, c'est ce que les Africains ont compris. Que le fait de s'immiscer dans nos élections, nous savons qu'ils vont s'immiscer dans nos élections. Maintenant, il s'agit de voir, par rapport à leur candidat, s'il y a un autre candidat qui est capable de gagner et qui ne passe pas par eux, est-ce que cela est possible? Et même si c'est possible, est-ce que cette personne pourra aussi demain continuer à gouverner tranquillement? Parce qu'il a gagné les élections, il a aussi continué à gagner. Finalement, c'est des coups d'État, c'est des soulèvements populaires organisés pour vous chasser du pouvoir. Donc c'est la loi du plus fort. Les plus forts le font. Mais aujourd'hui, comme on le dit, la jeunesse africaine a compris, est en train de prendre les choses. Et que vraiment, je pense que c'est à ce niveau que les choses vont bouger maintenant. Alors, une appréciation également sur le type de partenariat entre l'Afrique et vraiment ces grandes puissances colonisatrices. Est-ce que ce partenariat est gagnant-gagnant puisqu'il y a ce qu'on appelle l'exploitation de nos ressources? Est-ce que également l'Afrique se retrouve justement dans ce partenariat? Oui, c'est ce qu'on appelle un contrat léonien. C'est-à-dire que les contrats léoniens, ça je pense que tout le monde le sait, les juristes, c'est des contrats léoniens, en fait, qui privilégient l'intérêt de l'autre au détriment d'un autre. On s'appelle, c'est des contrats, on dit, c'est des partenariats, on dit, mais en réalité, mais pour moi, c'est que dans les négociations, l'essentiel pour eux, nous avons la force, nous pouvons te garantir que tu restes au pouvoir. Ouais. Et tu nous laisses faire le reste. Moi, j'ai été très abattu quand j'ai vu une interview de Jean-Bédel Bokassa, quand il a été on a fait une interview, quand il a expliqué ce qui s'est passé, comment les relations que je n'imaginais pas, comment on peut exploiter des trucs, des mines, des sous-sols de tout un pays sans mettre un seul franc. Donc, mais dans le dialogue, c'est une chose. Moi, je t'aide à t'accéder au pouvoir, je ferai tout pour que tu te maintiennes, la contrepartie, tu me laisses exploiter les ressources. C'est à ce niveau que se situe le problème. Qui a raison? Peut-être l'autre aussi, ce qui l'intéressait, c'est juste accéder au pouvoir et y rester. L'autre, ce qui l'intéressait, c'est ça, et puis voilà. Mais pour l'intérêt des peuples, en fait, ce contrat est léonien parce que le fait d'exploiter des ressources de façon, dans un contrat léonien, dans un contrat déséquilibré, je pense que ça nuit aux intérêts de l'Afrique et des Africains. Alors, maître, nous allons également parler des questions liées au développement. Alors, quelle est votre perception du développement? Comment doit-on sortir? Sinon, l'Afrique est bien du sous-développement, selon vous, maître Cheikh Tidiane Tahmidou. Oui, je pense que il y a développer les pays et développer les Africains. Parce que je pense que parfois, nous, on sait qu'est-ce qu'on veut. On veut un pays où il y a de belles rues, il y a des immeubles, il y a des trucs, des infrastructures, ou bien on veut un bien-être des Africains, des gens, des peuples qui habitent là-bas. C'est que quand on fait un choix, évidemment, la stratégie va changer. La stratégie va changer. Alors aujourd'hui, si on se dit, par exemple, nous voulons développer les Africains, évidemment, là, on parle des ressources humaines de l'Afrique. Les ressources humaines. Moi, c'est à ce niveau, par exemple que je m'investis souvent au niveau des ressources humaines. Parce qu'au niveau des infrastructures, c'est au niveau étatique que ça se passe. Tu as vu. Et à ce niveau, évidemment, c'est les infrastructures, etc., etc., etc. Parfois, quand je donne un exemple. On nous faisait croire que les portables là, c'est vraiment la chose qui va développer les gens, qui va nous rendre plus bien-être, etc. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Mais est-ce que nos vies ont changé? Non. C'est ça le problème. On nous fait croire que, moi je crois que avoir un portable, ça te fait évoluer. Tu vas aller plus vite, les choses vont aller, etc., etc., etc. Aujourd'hui, tout le monde a un portable.
Mais je crois que c'est aujourd'hui que la pauvreté est devenue plus grandissante. C'est la question qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'on veut? On veut développer les Africains ou bien on veut juste développer nos espaces, etc. Alors donc, c'est pourquoi, suivant l'orientation qu'on s'est donnée, eh bien, je pense que la stratégie va différer. Dans le secteur que je connais mieux, peut-être dans les ressources humaines, moi je crois que dans ce partenariat, l'Afrique a besoin de l'Europe pour son professionnalisme. Ils sont professionnels. Nous, aujourd'hui, Africains, nous devons nous inspirer, apprendre le professionnalisme des Européens. Ça, c'est une richesse pour eux. Mais aussi, vous savez, l'Asie, c'est là où viennent toutes les religions. L'Asie, c'est la religion musulmane, les chrétiens, les bouddhistes, les indiens, les chinois, etc. Donc là également, cette spiritualité-là, la spiritualité vient aussi de l'Asie. Nous avons besoin de cette spiritualité en Afrique pour nous développer. Qu'est-ce que cela veut dire? La spiritualité doit mener à l'humilité. Quel que soit ton niveau de savant ou de quoi que ce soit, quels que soient tes diplômes en théologie, quel que soit ce que tu as fait en théologie et tout, quels que soient les diplômes, si cela ne se reflète pas en termes d'humilité dans ta façon de faire, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est au niveau de l'Europe. Quels que soient tes diplômes, quelle que soit ton expérience, il est nécessaire que tu sois professionnel. Donc, humilité et professionnalisme. Un Africain qui vit ici, nous, on a notre culture aussi. Donc, c'est dans ce sens, à mon avis, l'humilité des Asiatiques, le professionnel des Européens, et nous, l'endurance et la joie de l'Africain. Si on le met, je pense que les Africains vont se développer. Moi, c'est ça mon Alors, maître, il y a également un fléau des temps modernes qui malheureusement continue de faire, n'est-ce pas, des ravages au sein de la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise n'étant pas épargnée. C'est des questions liées, n'est-ce pas, à l'immigration clandestine. Barça ou Barça. Alors, comment vous analysez justement cette donne? Alors, donc là, je crois que vous êtes dans un quartier de pêcheurs. Là, moi, je vis avec eux depuis 30 ans. Je vis avec eux depuis 30 ans. Donc, les morts dont on parle, ce n'est pas des gens d'ailleurs. C'est mes voisins, c'est mes neveux. Donc, c'est eux, en fait. Donc, c'est une chose que je connais, que je vis. Et qui est un fléau pénible pour nos familles. Bon. Maintenant, les raisons, elles sont diverses. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la zone que je connais mieux maintenant, la pêche artisanale ne marche pas bien. Or, vous savez, dans nos cultures parfois, quelqu'un qui est amené à la maison, qui a une épouse, et un seul moment, il n'amène rien du tout. Ça pose problème. Et même comme on le dit, la pauvreté ne peut pas cohabiter avec un mari et une épouse. Il faut que l'épouse s'en aille, laisse la pauvreté avec le mari, ou bien le mari aille chercher et laisse en attendant la femme avec la pauvreté pour qu'il chasse la pauvreté. Mais la cohabitation entre pauvreté, époux et épouse est impossible. Tôt ou tard, ça va casser. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre, quoi. La deuxième chose, ça c'est un problème. Donc les jeunes sont obligés de partir, laisser leur épouse ici, et pour chasser la pauvreté qui est leur voisin, d'aller à l'aventure. Parce qu'ils vont à l'aventure. Au plus prenant. Donc, comme il y a une offre qui te dit, bon, nous, on peut te prendre, t'amener jusqu'à tel pays, ensuite, il y a une du tracé, quoi. Voilà, donc voilà. Bon, l'autre chose également, qui est un élément culturel également, tu sais, dans nos familles, parfois, il y a des concurrences entre Dombay, voilà, les qui de même père, donc l'autre a réussi, donc tu dois forcément réussir. Tu dois là. Donc ça, c'est un problème. Je crois que nos familles aussi doivent tolérer ça. Affaire Dombay, on n'en parle pas, mais moi je suis à l'aise pour en parler parce que je n'en ai pas. Voilà, mon père n'a pas eu d'épouse, j'ai pas eu de demi-frères, quoi. De même père, quoi, direct. Donc c'est pourquoi je suis à l'aise pour en parler. Les histoires de Dombay là, ce qui fait que les gens sont prêts à aller mourir en mer que de rester à la maison et voir leur Dombay qui, voilà, quoi. Bon, entre autres, il y a l'autre aspect également qui est
la volonté des jeunes aujourd'hui, l'Africain, le plus grand bonheur que l'argent peut lui apporter, un Africain normal, en tout cas un Sénégalais, le plus grand bonheur que l'argent peut lui apporter, c'est d'honorer sa maman. C'est d'honorer sa maman. D'abord la nourrir, lui mettre dans une maison confortable, lui donner qu'elle va à la Mecque. Ça, honorer sa mère, c'est l'argent, c'est ce que le plus grand rêve d'un jeune Africain ou d'un jeune Sénégalais. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine pour eux d'aller à l'aventure. Certes, ils vont en Europe, mais peut-être s'il y avait une autre voie aussi, ils partiraient là-bas. S'ils vont à l'aventure, l'aventure c'est l'aventure, donc c'est ta vie que tu mets en vente. C'est ta vie que tu mets en vente. Et maintenant, bon, le reste, maintenant, tu gagnes ou tu perds. Ils savent ce qui les attend. Ils savent qu'il faut gagner, il faut perdre. Mais comme c'est comme ça, ils prennent le risque. Bon, donc moi, je crois que c'est un peu ces causes-là. Et maintenant, la solution, c'est quoi? Bon, peut-être que, je ne sais pas, personnellement, je n'en ai pas une solution, mais c'est comme ça que j'ai compris le phénomène de l'immigration clandestine. Alors, vous êtes aussi, vous, une référence, en tout cas un exemple type, n'est-ce pas, eh bien, de créateur d'emplois à travers, n'est-ce pas, vos projets. Est-ce qu'on peut revenir un peu, eh bien, sur vos projets, Maître Cheikh Tidiane Tambidou? Oui, vous savez, moi, ces projets, on le dit, le mot projet est venu, moi j'ai avancé de façon empirique. J'ai avancé de façon empirique. En réalité, moi, comme je le dis, j'ai fait des études de droit, je suis huissier de justice à Hambourg. Bon, j'ai travaillé, mais quand je suis arrivé dans la profession, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est une entreprise. Et donc, en premier début, avec les difficultés que j'ai eues, je me suis compris qu'il faut aller apprendre l'entrepreneuriat. Ah oui, j'ai été apprendre l'entrepreneuriat, faire des formations dans ce domaine. Et j'ai vu que ça a marché. Et comme ça a marché, de l'expérience que j'ai, je me suis retrouvé devant une autre situation. L'autre situation, c'est que moi, j'habite à Hambourg. Hambourg, commune même. J'ai remarqué que mes collaborateurs, beaucoup de jeunes venant de la Casamance m'ont trouvé ici, ils ont cherché du travail. Je suis le Ndiatigé, quoi. Je suis l'autre de beaucoup de jeunes, comme notre région là, il y a un moment où c'était un peu compliqué. Beaucoup de jeunes m'ont trouvé ici. Mais j'ai remarqué que ils grandissaient, ils avaient une chambre, certains commençaient à se marier. Bon, voilà quoi. Donc je me suis dit, je sais que ces gens-là n'auront jamais une maison ici à Hambourg. Parce que les maisons à Hambourg commune, c'est des millions et des millions. Alors c'est ça qui m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens-là puissent? Donc c'est devenu empiriquement. C'est devenu empiriquement. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens-là aussi puissent? Je dis, bon, écoute, j'ai commencé maintenant, c'est là où j'ai commencé à faire des démarches. Mais je sais qu'avoir une maison aussi sûre, c'est difficile parce que, vous savez, moi je suis à Hambourg, je suis huissier de justice. Toute la journée, je fais des constats de litiges fonciers. Toute la journée. L'essentiel de notre chiffre d'affaires, c'est dans les constats. Oui, moi j'ai une maison, je suis venu, j'ai mis les briques, quelqu'un est venu les casser, etc. Donc c'est dans ces contextes maintenant, j'ai dit, je vais essayer de trouver une formule qui permet à quelqu'un d'avoir une maison de façon sûre et moins chère. Donc j'ai commencé à aller à la base. Parce qu'en réalité, les problèmes de foncier viennent du fait que chacun a un papier. Tout à fait, tout à fait. S'il y a deux papiers, même le juge ne peut pas annuler le papier. Il peut juste l'écarter. Même les juges ont des problèmes. Aujourd'hui, s'il y a un litige foncier, mais s'il y a quelqu'un qui a un acte administratif, l'autre ne l'a pas, ou bien quelqu'un qui a l'autre ne l'a pas, il n'y a pas de conflit. Mais le conflit vient du fait que chacun a un papier. Et donc, ce projet m'est venu comme ça. J'ai commencé à faire tout pour que mes protégés puissent avoir des terrains. Ce sont ces protégés qui en ont parlé à d'autres protégés, à d'autres personnes, à leurs amis. C'est comme ça que c'est venu. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec des milliers de demandes. Et j'ai commencé à courir, à trouver des systèmes qui consistent surtout à aller maintenant. Je ne peux pas aller directement. Quand les gens terminent le lotissement, nous leur rachetons immédiatement une partie que nous demandons à nos gens. Mais nous avons oublié maintenant d'aller nous-mêmes acheter des champs, les lotir pour les mettre à disposition. Parce que c'est plus sûr. Parce que le gars à qui on attribue, il est le premier occupant. Et cela est important sur le plan juridique et cela est important sur le plan même psychologique. Aussi, vous savez,
un peu. Donc c'est comme ça que c'est venu. J'ai eu aussi des jeunes qui ont fait des études, qui sont venus, c'est des cousins, ils sont venus, ils font rien. J'ai dit, mais écoute, l'expérience que j'ai eue dans l'entrepreneuriat, là, mais je vais monter des entreprises pour eux, que cette affaire-là, ça marche. Je montre que Tambédou Imo. En réalité, que Tambédou Imo, c'est d'autres jeunes. Hein? Ça prend le nom de Kër Tambédou parce que comme je suis aussi l'inspirateur, c'est pourquoi j'ai mis le mot Tambédou, quoi, pour que ne serait-ce que pour, voilà, pour l'originalité et pour l'avenir, quoi. Mais Kër Tambédou, donc, est né comme ça, de jeunes cadres qui ont fait des études, ils n'ont pas d'emploi. Je leur dis, je vais vous organiser pour que, en entreprise, pour que vous exercez dans ce domaine de l'immobilier, faire tout pour que ce que je faisais déjà en privé, ce que je faisais en amateur, et que vous professionnalisez dans ça, c'est rentable. Alors c'est comme ça que Tambédou Imo est né. Donc il y a eu deux situations, il y a une forte demande qui est là, il y a des jeunes cadres qui sont là aussi, qui veulent faire quelque chose, on mène une entreprise, et moi je les coach à partir de l'expérience que j'ai de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que ça a évolué. Et après un certain moment, on a beaucoup fait à Hambourg. On s'est dit, mais pourquoi pas chez nous à Ziguinchor? On a envoyé une équipe là-bas, même chose. Mais après, on s'est dit, mais après, on a commencé à développer dans la région de Sédhiou, dans le département de Goudomp, avec, au niveau de Pontodos, au niveau de la mairie de Kaour. Ensuite, c'est parti. Au niveau de Tivaouane même, on s'est dit, les talibés là veulent, souvent, il y a un problème d'allocaille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'hébergement. Donc nous, on va essayer de trouver des terrains moins chers. Donc la population que nous visons, c'est cette population qui n'est pas bancable, en fait. Vous savez, les gens bancables n'ont pas de problème, hein, ils vont déposer leur salaire, etc. Mais finalement, nous les avons tous attirés, même les bancables. Mais dans mon esprit, au début, c'est cette population qui n'est pas bancable, qui n'a pas de compte bancaire, qui ne bénéficie pas de prêts. Ce sont ces gens-là que moi j'ai visé au départ. Et je continue à le viser jusqu'à présent. C'est pourquoi parfois les offres de Kër Tambédou, je dis, mais comment se fait-il? Moi je dis, le jour où on rate ça, moi j'arrête. Parce qu'il faut qu'on essaie de voir ces gens-là qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas une garantie bancaire d'une maison, mais qui n'ont pas un salaire complètement en truc. Cette masse-là, elle est énorme. Et elle a droit à un logement. C'est comme ça qu'est venu ces trois éléments. Je les répète, c'est mon expérience en entrepreneuriat, la forte demande qui est là, et ensuite des jeunes qui veulent travailler. Quand j'ai mis ça ensemble, c'est ça qui a donné Kër Tambédou Imo. Justement, vous parlez des questions liées au foncier. On sait que ce secteur est très problématique. Il y a beaucoup de litiges fonciers. Alors, selon vous, quelles en sont les causes et comment justement y remédier? Justement, ça, le foncier, le problème, il y a un problème surtout de compréhension. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas. Quand nous comprenons les choses, ça va être facile. Qu'est-ce que moi j'ai compris? Peut-être ça que je vais partager avec vous. Vous savez, quand on parle de foncier à partir du moment où c'est des champs qui sont transformés en habitat. C'est sûr. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que ces champs-là, c'est des forêts qui ont été transformées en champs. Donc de la forêt au champ, du champ à l'habitat. Alors, donc il y a un conflit entre le droit coutumier et le droit moderne. Mais tout champ que tu vois, mais c'était une forêt qui a été transformée. Mais qui a transformé la forêt? Qui a transformé la forêt en champ? Son droit n'est pas considéré. Nous tous, on sait que dans nos familles, quelque part, on a un grand-père qui a des champs énormes. Mais c'est parce qu'il a transformé une forêt en champ. C'est ce côté que les gens oublient. Alors, cette famille-là, qui a transformé cette forêt en champ, pense que ce champ-là lui appartient. La loi moderne vient dire ne s'occupe pas de celui qui s'est occupé de la forêt. Il se dit que le champ-là va aller en habitat. C'est là où la loi commence. Alors quand la loi commence là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tout espace qui est un champ a été défriché par le grand-père de quelqu'un. C'est sûr. Donc c'est cette compréhension-là qui va faire qu'on va contourner les difficultés. Alors, donc ce qui veut dire que quand l'administration veut faire un lotissement, mais tu le fais.
Donc, il parle de lotissement. Quand tu parles de lotissement, ce n'est pas dans les forêts qu'il faut transformer en champs. C'est dans les champs déjà que tu le fais. Alors donc, il faut que tu tiennes compte de ça. Que le lotissement que tu es en train de faire là, c'était le grand-père de quelqu'un qui a fait transformer cet endroit-là en une forêt en champ. Alors voilà un peu le conflit où ça commence. Bon, il arrive parfois. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, on ne tient pas compte de ça. On dit que non, c'est la loi, la terre appartient à l'État. Mais forcément, quand tu auras toutes les lois, tu vas avoir toutes les autorisations, tu vas avoir tous les papiers. Quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas trouver là-bas le petit-fils de celui qui a transformé le champ en truc. Et il va résister. Et ces résistances-là, on sait ce que cela a produit. C'est des violences qui peuvent arriver à des niveaux extraordinaires. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect aussi, comme je l'ai dit, c'est les conflits personnels. Faisons tout pour qu'on évite deux papiers, deux personnes et un papier pour deux personnes et un papier pour un seul terrain. Ça, c'est le grand problème. Si on l'évite, je pense que voilà. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission panafricaine. Pourquoi pas l'Afrique? Maître Cheikh Tidiane Tambédou, ici de Justice, est l'invité de ce nouveau numéro. Alors, Maître, nous allons parler des questions liées, n'est-ce pas, à la paix et à la sécurité. Si on prend par exemple le Sahel, le Nord Mali, justement, quelle analyse et justement, quelle solution selon vous pour régler ce problème lié à l'insécurité en Afrique, surtout au Mali? Oui, moi je ne suis pas très expert de la géopolitique, mais au moins en écoutant les experts, peut-être c'est là où je vais me ressourcer pour pouvoir répondre à cette question. Mais qui les finance? C'est tout. Les djihadistes, les terroristes, tout ça. Mais si tu sais qui les finance, tu comprends tout le reste. Donc ils ont des intérêts à nous maintenir dans des troubles, dans des guerres, au moment où ils s'occupent d'autres choses. Parce que c'est des éléments perturbateurs, tout simplement. Peut-être que c'est djihadistes, on lit djihadistes, mais est-ce que ces gens-là, un jour, vont venir occuper le Mali continuellement, présider le Mali et diriger le Mali? Est-ce que même c'est leur ambition? Non. Mais la guerre a un coût. C'est très cher de faire la guerre. Et la guerre aussi, il faut être très motivé pour faire la guerre. Parce que c'est ta vie que tu mets en danger. Mais qui les finance? Mais les gens, quand ils parlent, il faut qu'ils regardent ces gens. Il faut parler aux gens qui les financent. Il faut parler aux gens qui les financent. Moi, je pense que c'est à ce niveau. Ces gens qui financent ces gens-là, je pense que c'est eux. C'est là où il faut taper. Il faut taper. Il faut se dire la vérité à ce niveau. Même à un certain moment, il faut leur parler pour leur dire qu'ils baissent un peu, qu'ils baissent un peu les trucs, parce qu'il y a trop de morts. Je pense que moi, je ne suis pas très formé. C'est là où c'est surtout ce que je veux. Le Nord Mali, c'est ce qu'ils sont. Comment ils vivent avec quoi? Bon, on dit oui, c'est parce que voilà, ils exploitent tout ça. Moi, je crois que non. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui les financent, il y a des gens qui les soutiennent. Et souvent, c'est nos amis même, quoi. C'est ça qui est paradoxal. C'est dommage. Alors, Maître, également votre implication justement pour la paix en Casamance, n'est-ce pas? Et également des actions concrètes que vous avez posées justement dans la région sud, justement, pour la stabilité, Maître. Oui, moi directement, je ne suis pas très impliqué directement. Quand je dis directement, vous savez, la paix en Casamance, c'est un sujet tellement large. Mais chacun essaie de faire quelque chose de façon privée, tout simplement. Alors, c'est dans ce sens peut-être que je vais répondre à votre question. Vous savez, nous, on est nés là-bas. Ma maman, elle s'appelle Sali Mané, donc je suis un neveu des Mané. Et vous savez, les Mané, voilà, donc je suis un petit-fils de. Mon père, lui, il est venu du Saloum, il s'est installé à Tambédou, donc c'est un Saloum. Donc lui, c'était l'imam de notre quartier. Donc voilà quoi. Donc moi, j'ai ces deux sangs-là, du Tchèdo du côté de ma mère et du Marabout du côté de mon père. C'est pourquoi parfois mes attitudes, les gens ne comprennent pas. Voilà. Parfois quand ça bouge de ce côté et de ce côté. Et même chez nous à Ziguinchor, dans notre maison, c'est là où se trouve la mosquée. Nous on a grandi, on a trouvé ça là-bas. Alors donc on ne peut pas, ceux qui sont là-bas c'est nos frères, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi j'ai commencé depuis quelques années à repartir là-bas, à m'installer. J'ai beaucoup de... Tout ce que je fais à Hambourg ici, j'essaie de le développer là-bas aussi, que ce soit au niveau des daïras, que ce soit au niveau professionnel également. Alors donc,
je pense que l'un dans l'autre, il faut que nous les Casamanciens aussi, qu'on essaie de retourner. Et retourner, c'est pas physiquement, mais c'est au moins avoir un terrain là-bas. Parce que comme on le dit, là où on a une épouse ou un terrain, tous les jours ton esprit va là-bas. C'est clair. Faut am jabar ak ba nga am fa kër ba nga am fa terrain bés bu ne sa xel dellu fa. Alors je pense que les gens sont dans cette dynamique. C'est dans ce sens que j'ai pensé que même cette jeunesse qui est là-bas au niveau de Ziguinchor, nos maisons sont pleines. Les jeunes de Ziguinchor, je vous dis, parce que Ziguinchor, c'est cher d'avoir une maison là-bas. L'ambition, c'est de créer une chambre, l'améliorer, amener son épouse, il y a un enfant, un autre. Bon, voilà, il y a une promiscuité extraordinaire pour vous autres qui connaissez Ziguinchor dans nos maisons. Donc moi, je me suis dit que ça, c'est une opportunité d'essayer de décompresser ça. Et donc, c'est pourquoi nous avons été au-delà de Ziguinchor, essayer de créer ce qu'on a fait à Hambourg, essayer d'avoir des trucs que nous mettons aussi dans des conditions moins chères, etc. Et vous imaginez, quand on a commencé à Ziguinchor, on a commencé à vendre des terrains à 450 000. Oui. Ah. Au niveau de Hambourg, quand j'ai commencé ici, c'était à 175 000. Oui, c'est l'occasion de le dire. Et bon, maintenant, bien sûr, les propriétaires terriens, quand ils augmentent, tu es obligé d'augmenter. Mais je le répète, à Ziguinchor, les terrains ont commencé à vendre des terrains de 300 mètres carrés avec papier à 450 000. Ça, c'est clair que vous avez. Oui. Et même si tu viens donner une avance, voilà. Et même on est arrivé à un moment où on demandait aux gens de payer 30 000 francs, etc. C'est une préoccupation par mois. Et que donc, tout cela pour moi fait que les gens commencent à revenir. Et là où les gens commencent à revenir, là où les gens commencent à fréquenter, je pense que c'est parce que c'est des signes de paix. C'est vrai que l'État aussi a fait beaucoup d'efforts, et même je parle et d'autres également, pour que les gens soient, que la sécurité soit un peu assurée, quoi. Mais quand même, quoi qu'on dise, je pense que le fait que les gens commencent à fréquenter le maximum et donner l'occasion aux gens de fréquenter, c'est ça aussi ma participation. En dehors de ça aussi, bon, les jeunes qui sont là-bas, je suis en train de les organiser, de les former, et peut-être pour une meilleure insertion dans le tissu social, etc. Bon, c'est un ensemble d'activités, quoi. Donc, disons que c'est même un peu difficile de dire ce que tu fais. Oui. Voilà. Alors, maître, à côté, eh bien, on va rester toujours dans ce même chapitre. À côté, eh bien, des pouvoirs publics, à côté de nos autorités, il y a également, n'est-ce pas, le rôle assez important, eh bien, des religieux, justement, pour la stabilité du pays. Alors, vous en pensez quoi exactement? Je pense que au Sénégal, il y a une expression que je n'ai pas en français, mais kilifa. Kilifa, c'est important. Le kilifa, c'est quoi? Aujourd'hui, si nous voulons faire du mal, admettons, tu dépasses une banque, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien, tu peux aller prendre ce que tu veux et tu pars. C'est un exemple, quoi. Pourquoi quelqu'un ne le fait pas? Il y a des gens qui le feront. Mais il y a des gens qui ne le feront pas. Il y a trois choses. Soit la crainte de Dieu, tu dis, ah, ça c'est pas quelque chose de bien, vraiment, Dieu n'aime pas ça, donc je ne vais pas le faire. La deuxième chose, peut-être que d'autres ne vont pas le faire parce qu'ils disent, ah, ça c'est que je le fais. Il y a quelqu'un qui m'a. Quand je pense à quelqu'un, quand je pense à mon kilifa là, donc ça va me bloquer pour que je ne fasse pas ça. D'autres ne le feront pas, ce n'est pas à cause de Dieu ni à cause du kilifa, mais c'est justement à cause de la police et de la gendarmerie ou de l'humiliation qu'ils vont avoir. C'est à cause de ça qu'ils ne le font pas faire. Ah, si je fais ça, on va me bastonner. Donc, c'est ça le rôle du kilifa. Donc, c'est pour nous bloquer dans nos passions et nos intérêts. Un kilifa, dans un pays, tous les pays détruits, c'est parce qu'il n'y a pas ce kilifa-là. Et même les événements passés, si les kilifas n'étaient pas intervenus, qu'est-ce qui allait se passer? Donc les kilifas sont là pour bloquer nos intérêts et nos passions. Parce que nos intérêts peuvent nous pousser à des excès. Nos passions nous poussent à tuer, à éliminer des gens, à faire tout ce qu'on peut faire. Nos passions peuvent le faire. Mais quand il y a un kilifa, seul un kilifa peut bloquer cette passion et ces intérêts qui nous amènent dans des excès. Absolument. Alors donc, c'est dans ce sens que je peux dire, heureusement au Sénégal, nous en avons.
aussi bien surtout dans nos confréries, que ce soit la confrérie mouride avec Seigne Muntaha, qui a joué un rôle important. Tu sais, parfois c'est l'occasion qui fait le héros. Hein? Les circonstances ont fait de lui un héros. C'est comme à l'époque avec Abdul Aziz Dabakh, les circonstances ont fait un héros. S'il n'était pas intervenu, Moussiba Dayam. Donc, au moins au Sénégal, les gens ont cette notion de kilifa. Ça, c'est une chance d'abord pour nous-mêmes qui le pensons, mais c'est une chance aussi pour tout le pays et que vraiment ils sont là pour ça. Donc, leur rôle est extrêmement important. C'est la même chose également au niveau de la Casamance. Par exemple, l'Église a joué un rôle extrêmement important dans les conflits là-bas. Il y en a même qui ont laissé leur vie dans ça. C'est vrai. Au niveau de la Casamance, l'Église a joué un rôle fondamental. Et je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur certaines choses. Hein? Tout comme nous rappelons tous de la paroisse Saint-Benoît, du rôle qu'ils ont joué là-bas. Et même certains qui allaient dans les endroits les plus reculés pour porter des messages de paix. Et même certains y ont laissé leur vie. Donc, kilifa dîner, ak kilifa traditionnel, ak kilifa dîner bu mënti doon, que ce soit au niveau des musulmans, que ce soit au niveau des chrétiens, que ce soit même au niveau des animés. Si vous remarquez par exemple les problèmes de la Casamance, si vous regardez dans la zone de Oussouye, ça s'est calmé depuis combien de temps? Parce qu'il y a des rois là-bas. Ça a commencé à se calmer là-bas d'abord. Même les dégâts, les plus trucs, etc. Il y a eu peut-être le grand truc des hôtels brûlés. Mais après ça, dans cette zone où il y a les rois d'Oussouye, il y a les rois de trucs, etc., ça s'est calmé. Donc, il joue un rôle important. C'est une chance pour le Sénégal, c'est une chance pour la Casamance. Voilà, Maître Tambédou, nous arrivons, comme je le disais, hein, donc, à la fin de cet entretien. Alors, peut-être juste un dernier mot. Voilà, notre dernier mot, c'est tout simplement vous remercier de nous avoir donné l'occasion de parler, de partager. C'est vrai que ce n'est pas ma façon de communiquer. Hein. Moi, je préfère montrer des choses que je fais. On a l'occasion. Voilà, des choses que je fais, que de dire ce que je pense de ce que font les autres. Tout à fait. Ça, c'est aussi important. Donc, je vais m'excuser auprès de toutes les personnes à l'égard de qui peut-être ce que j'ai dit a un peu dérangé. Mais d'habitude, je montre ce que je fais. Là, c'est des choses que je fais. Mais je n'ai pas l'habitude de dire ce que je pense de ce que font les autres. Ça, ce n'est pas une façon. Mais avec des gens de bonne volonté comme vous pouvez nous arracher un peu ces genres d'interviews. Et c'est pourquoi on a essayé l'exercice. Et on vous remercie. Notre mot, c'est saluer vos téléspectateurs et leur dire que vraiment, c'est vrai, je zappe souvent Lamp Fall TV, mais maintenant nous allons nous intéresser aussi à ça. Depuis qu'on a parlé, j'ai commencé à m'intéresser à ce que vous faites. Et que maintenant, nous allons aussi vers des élections. Et je veux que le Sénégal, quand même, qu'on sache que le lendemain des élections, nous allons vivre ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin de cette émission. Nous avions comme invité Maître Cheikh Tidiane Tambédou, huissier de justice, très connu bien des Sénégalais pour son engagement, et bien pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé pour la réalisation de cet entretien, donc ce nouveau numéro de l'émission panafricaine Pourquoi pas l'Afrique. Eh bien, on va se donner donc rendez-vous très prochainement, toujours dans l'émission panafricaine Pourquoi pas l'Afrique sur Lamp Fall TV. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.